Opinion du peuple sur Espoir TV. Voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs, chers internautes de la chaîne Espoir TV. Bonsoir et bienvenue dans votre émission Opinion du peuple, votre espace de débat citoyen. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et un grand plaisir de recevoir M. Touré. Mais tout d'abord, M. Touré, qui est... Merci, M. Aliou, de m'avoir donné la parole. Tout d'abord, je tenais à remercier donc l'ensemble de l'équipe Espoir TV de m'avoir invité à Opinion du Peuple, qui est une tribune qui vraiment donne l'accès donc aux étudiants que nous sommes, aux personnes que nous sommes, vraiment de pouvoir nous exprimer et également nous faire connaître. Donc Mohamed Rasoulillah, mon nom c'est Mohamed Rasoulillah Touré, je suis étudiant en Master 2 au département de sciences politiques, option politique publique. Je suis par ailleurs membre du conseil d'administration de l'Université Gaston Berger, et également président d'Amnesty International UGB. Donc j'ai également occupé des postes tels que délégué de classe, délégué de département, mais également délégué du cycle. J'ai été également membre de la coordination des étudiants de Saint-Louis. Donc avant de prendre ma retraite du point de vue syndical. Entre autres, j'ai eu dans ma vie associative, j'ai eu à participer à beaucoup d'autres clubs, tels que le club Sciences Politiques, le Cercle des publicistes, mais également le club OADA, qui sont également des clubs dans lesquels j'ai eu à mener des activités. Donc il y a également d'autres associations issues de l'université auxquelles je suis membre et que peut-être je ne pourrais pas tous les citer, mais voilà un peu qui est Mohamed Rasoulillah Touré. Donc je m'intéresse aux questions de genre, d'accord, aux politiques publiques, mais également amoureux de la lecture, amoureux de l'art, amoureux également de la musique classique. Donc voilà en quelques mots qui est Mohamed Rasoulillah Touré. Merci beaucoup pour cette brève présentation, mais vous direz que dans un monde où les libertés sont bafouées, les dignités de l'homme sont bafouées, donc donner la parole aux gens comme vous, les défenseurs de la dignité humaine, devient très essentiel. Et dans ce cadre-là, vous êtes le président de Amnesty International. C'est quoi Amnesty International? Merci. Donc Amnesty International, c'est une organisation non gouvernementale qui est chargée de défendre, mais également de promouvoir les droits et les libertés de toute personne, sans distinction de race. Voilà voilà le rôle fondamental de Amnesty International. Mais vous avez parlé d'organisation non gouvernementale. Oui. Donc il y a une organisation gouvernementale aussi. Oui. Quelle est la différence? La différence entre organisation gouvernementale et non gouvernementale se trouve d'abord sur la sémantique même. Donc on dit gouvernementale. Donc c'est-à-dire quand on dit organisation gouvernementale, c'est une organisation qui a été créée, ou si je peux m'exprimer ainsi, qui appartient au gouvernement. Donc c'est-à-dire que qui est tributaire des actions même du gouvernement. Alors que quand on dit organisation non gouvernementale, c'est-à-dire c'est une organisation qui n'appartient qui appartient à aucun gouvernement, qui n'a aucune filiation avec un gouvernement en particulier, qui a été mise en place par des personnes pour un but bien précis. Donc voilà peut-être la différence qu'on pourrait avoir entre organisation gouvernementale et non gouvernementale. Merci beaucoup pour cet éclairage. Moi, je ne comprenais pas ce qu'est une organisation non gouvernementale et gouvernementale. Et j'espère que aussi ça va servir de leçon pour ceux qui avaient la difficulté de faire la différence entre organisation gouvernementale et non gouvernementale. Oui, ici à l'université Amnesty International, quels sont ses engagements, quels sont ses objectifs, ces combats qu'il mène au sein de l'université? Bon, au sein de l'université, Amnesty International a pour but, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme notre objectif principal, c'est de défendre, mais également de promouvoir les droits et les libertés des étudiants de l'université Gaston Berger, mais également de lutter contre toute forme de discrimination, contre également toute forme de forfaiture ou bien d'entorse aux droits et aux libertés des étudiants présents à l'université Gaston Berger. Mais pensez-vous que les libertés des étudiants, mais aussi du personnel administratif, est-ce qu'ils sont bien respectés? Bon, oui, je pense que les droits des étudiants, des administrateurs et de tout l'ensemble des personnes qui se trouvent aujourd'hui autour de l'université Gaston Berger sont évidemment respectés. Donc c'est cette liberté d'ailleurs qui nous permet aujourd'hui de pouvoir faire ce débat. Oui. Donc ça, c'est votre appréciation personnelle. Oui, c'est mon appréciation personnelle. Exactement, ça c'est très important. Mais avez-vous dénoncé des abus, vu que tout n'est pas parfait? Il peut y avoir que les droits seront respectés, mais dans certaines mesures aussi, on peut noter des choses insuffisantes.
Bon, oui, par rapport aux abus, oui, on a eu donc, à dénoncer des abus, donc, mais pas en ce qui concernait l'université en soi, donc, mais plus du cadre plus mondial. Donc, nous avons un peu dénoncé ce qui se passait à Gaza. Donc, nous avons organisé ici une journée porte ouverte où nous avons fait une marche, donc, à l'honneur de Gaza pour vraiment dénoncer donc ce qui est en train de se faire là-bas. Donc, c'est l'action que nous avons menée. Donc, également, nous menons des actions telles que donc la journée des marathons. Donc la journée des marathons, elle nous permet de prendre des cas et donc essayer de voir ces cas-là. Donc comment essayer de résoudre donc ces cas vis-à-vis donc de la défense des droits donc de ces personnes-là par rapport à ces cas. Actuellement ici à l'IGP, pensez-vous que les étudiants ou que les jeunes prennent en conscience donc, de leur défense, de leur liberté ici? Bon, oui, je pense que, donc je ne dirais pas oui ni non, mais je dirais que de manière générale, qu'une personne prenne conscience de ses droits ou que ne prenne pas conscience de ses droits, mais que nous, en tant que responsables, en tant que membres d'Amnesty, il est notre droit d'informer, mais également de promouvoir ces droits-là, pour que tout un chacun puisse connaître ses droits, mais également donc ses devoirs. J'espère que c'est ça qui va permettre donc de faciliter le travail. Parce que si les gens ne comprennent pas vos combats, donc les mener va devenir très difficile. Bien sûr, donc raison pour laquelle nous avons prévu, nous l'avons même fait, donc en fait des campagnes de sensibilisation. Nous avons fait ici donc notre journée de face to face, où c'était une journée à la rencontre des étudiants pour leur faire connaître Amnesty, mais également de les sensibiliser sur les droits de l'homme. Donc, je pense que c'est la sensibilisation, la plaidoirie vis-à-vis de ça, mais donc également l'organisation de thématiques importantes sur ces questions-là de droits de l'homme qui permet vraiment de mieux faire connaître donc les droits de l'homme à une personne qui ne le connaît pas. Donc, raison pour laquelle Amnesty UGB est tout le temps dans cette vulgarisation, mais également dans cette sensibilisation pour faire connaître donc, les droits de l'homme. Absolument, mais nous allons sortir de l'université donc pour mener le pied donc au niveau national. Donc, du cadre national, pensez-vous que les droits et libertés sont respectés au Sénégal? Donc, bon, je dirais que oui, dans un sens, oui, les droits et les libertés sont respectés dans un sens, mais il faut, je pense, essayer donc d'améliorer en fait. Oui, mais surtout, oui, d'améliorer, mais surtout donc de nuancer la prise en charge de ces droits et des personnes. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate au Sénégal, c'est que la question des droits de l'homme est plus tributaire de questions politiques que autre chose. Donc, on voit que donc cette question de droits de l'homme est plus inclus dans l'aspect politique. Donc, on va toujours utiliser l'aspect politique pour se dire que donc un tel a fait ça, donc un tel n'a pas respecté tel droit, et donc la plupart du temps également, donc c'est un peu politique. Voilà. Donc, nous constatons que depuis 2021, donc depuis 2021 jusqu'à 2025, il y a d'énormes arrestations, donc des actes donc, qui sont un peu regrettables. Donc, quelles leçons véhiculent appréciation pouvez-vous faire? Bon, donc par rapport à ce qui est fait, donc est-ce que vous avez mené des combats par rapport à ça aussi pour dénoncer ou bien pour revendiquer quelque chose? Bon, oui, Amnesty International a dénoncé, a revendiqué par rapport, donc, et sous l'égide du directeur exécutif que je salue au passage, Seydou Gassama, qui a été donc l'un des fervents donc par rapport à cette défense des droits et des libertés. Donc, je rends également hommage aux personnes décédées donc durant cette période-là dont vous avez évoqué et qui ont donc vraiment fait les frais vraiment donc de ce piétinement de leurs droits donc et les libertés dans un contexte politique également, rappelons-le, qui était extrêmement tendu au Sénégal. Et oui, Amnesty International est toujours en train, même au niveau national comme international, est toujours en train vraiment de dénoncer s'il y a vraiment donc des entorses donc aux droits de l'homme donc des individus, mais également de sensibiliser sur ça, mais également d'essayer de contraindre donc les gouvernants donc à respecter donc ces. Et nous allons également rester sur ce point-là. Donc par rapport aux décès, vous avez déjà annoncé donc il y a des décès, plus de 80 et quelques morts, dont donc la lumière n'est pas encore faite. Il y a aussi des cas de torture, si on pouvait les appeler comme ça, le cas de Pape Abdoulaye Touré, ainsi de suite. Dans ce cas, est-ce que vous avez mené donc des actions pour les accompagner donc à avoir justice? Parce que jusqu'à présent, ils demandent justice. Et vous luttez donc pour la justice. Oui, Amnesty International, comme je l'ai dit par rapport à son bureau national, donc les a accompagnés.
donc par rapport à leur procès. Donc il a également dénoncé que ces personnes-là, donc il y avait une atteinte des droits et des libertés de ces personnes. Donc Amnesty a dénoncé. Donc Amnesty a aussi accompagné ces personnes-là pour qu'ils aient gain de cause par rapport à ce qui a été fait donc vis-à-vis de ces personnes-là, qu'on n'a pas respecté leurs droits ni également leur liberté par rapport au cas de torture. Donc pensez-vous que justice sera faite? Oui. Je pense qu'on est dans un état de droit et que oui, justice sera faite. Oui, je suis optimiste vis-à-vis de ça. Pour certains, donc, la justice est un peu lente. Pour d'autres, le temps de la justice n'est pas le temps des citoyens. Donc, il y a donc cette balance donc, qui existe entre citoyens et justice, je dirais. Oui, bon, comme vous venez de le dire, on a l'habitude de dire que le temps de la justice n'est pas le temps des hommes. Donc mais moi je dirais plus que le temps est le temps pour tout, donc le temps est le même temps pour tout le monde. Donc que ce soit la justice, que ce soit un autre domaine, le même temps est le temps pour tout le monde. Et que même si même si que ça dure 2 ans ou 3 ans, mais je pense que justice sera faite parce qu'il y a eu des atteintes flagrantes donc de droits et de libertés des personnes. Et c'est un combat que nous ne lâcherons pas. C'est un combat que nous continuerons à mener jusqu'à avoir gain de cause vis-à-vis de ça. D'accord. Nous allons également franchir les frontières sénégalaises donc pour s'inscrire, pour se mettre donc, au niveau international. Donc vous avez pris le cas de Gaza, mais il y a également d'autres exemples dans le monde entier. Oui. Donc est-ce que vous avez fait des dénonciations, des actions donc, pour essayer de lutter contre donc, ces libertés? Bien sûr. Par exemple, au Sri Lanka, donc je salue M. McDonald, qui est représentant d'Amnesty International donc aux États-Unis. Donc c'est lui qui nous a fait part du cas du Sri Lanka, où là-bas aussi il y a des étudiants comme ici qui ont été arrêtés parce que ils ont seulement dénoncé ce que le pouvoir était en train de faire. Donc eux ils dénonçaient une sorte de captation du pouvoir. Et donc à cet effet, ils ont été arrêtés. Il y a également un groupe qui s'appelle le Trinco 5. Donc c'est un groupe également de manifestants qui ont été également arrêtés. Amnesty a véritablement mis en place des actions de sensibilisation à travers Internet, à travers les plateformes également sur les réseaux sociaux pour vraiment essayer de lutter contre ça. Également à Hong Kong, donc tout à l'heure je vous parlais du marathon des lettres. Donc les marathons des lettres prend pas seulement au niveau national mais au niveau international, prend des cas très spécifiques où on a vraiment où on ne respecte pas les droits et les libertés des personnes. Donc c'est le cas de Hong Kong par exemple, où il y avait un journaliste également qui a été arrêté. Amnesty également à travers le marathon des lettres a signé une pétition pour permettre à ces gens-là vraiment de retrouver la liberté, et également pour qu'on puisse respecter leurs droits et leurs libertés. Il y a également le cas du Togo. Le cas du Togo, exactement. Bon, le cas du Togo, nous-mêmes, Amnesty UGB, on a eu à mener une plaidoirie ici, durant nos 48 heures, on a vraiment eu à mener une plaidoirie vis-à-vis de ce qui se passe au Togo. D'accord. Merci pour ces éclaircissements. Donc, par rapport à l'avant-dernière question, l'avant-dernier sous-thème, qui portera donc sur les défis, mais également les solutions que vous allez proposer. Quels sont les problèmes que rencontre Amnesty International, mais aussi Amnesty UGB? Amnesty International rencontre peut-être le grand défi, les grands problèmes que rencontre International, c'est que on a tendance à dire que peut-être ce sont des organisations qui sont affiliées à une personne ou affiliées à des organisations ou bien affiliées à des gouvernements. C'est la compréhension qui pose problème. Oui, c'est la compréhension. Mais d'ailleurs, également une méfiance vis-à-vis de certains dirigeants. Comme par exemple, je prends l'exemple de la Russie, où Amnesty International est jugé persona non grata. Donc Amnesty n'est pas la bienvenue en Russie. Pourquoi? Parce que Amnesty dénonce ce qui se fait en Russie, et notamment raison pour laquelle d'un point de vue international, du fait qu'on ne connaît pas véritablement le sens même de la démarche de Amnesty, elle est confrontée à ces défis-là, à ces défis où certains pays, c'est pas tous les pays, ou bien certains pays considérés comme autoritaires, sont réfractaires à l'idée d'accepter Amnesty International, parce qu'Amnesty International dénonce, Amnesty International met en lumière là où il y a vraiment bafouement des droits et des libertés des individus. Donc par rapport au Sénégal maintenant, ici, le grand défi auquel Amnesty est confronté, c'est par rapport à la question de l'homosexualité. Parce que quand on dit défense des droits de l'homme,
bon, beaucoup diront que, mais donc dans les droits de l'homme, donc il y a les homosexuels. Mais ici, bon, je tiens à rappeler qu'il faut toujours rappeler le contexte. Donc nous sommes dans un contexte africain, donc de manière générale, mais sénégalais de manière particulière. Et ici, nous avons véritablement donc une culture, donc des coutumes. Et vis-à-vis de ça, donc Amnesty dans dans sa plaidoirie, donc essayer de défendre toutes les personnes, donc sans, c'est comme je disais tout à l'heure, donc sans distinction de race, ni d'autres choses. Mais vraiment, c'est le problème de l'homosexualité qui est un grand défi. Parce que quand vous dites, même ici, lors de notre face-to-face, quand je vois certains étudiants me dire Amnesty International défend les droits de l'homme, la première chose qu'ils me disent, mais donc c'est mais elle est intellectuelle, donc elle est homosexuelle dans tout ça. Donc vous défendez les homosexuels. Donc en fait, c'est vraiment le véritable défi aujourd'hui donc de Amnesty Sénégal, c'est vraiment de faire en sorte que Amnesty épouse les valeurs et la culture sénégalaise pour véritablement éviter ce malentendu-là. Et cela nous permettra donc de se basculer sur les solutions. Donc, quelles solutions pouvez-vous apporter par rapport à la question des homosexuels? Bon, les solutions, comme je dis, c'est la sensibilisation. Donc, organiser des tribunes de discussion pour éclairer sur cette question-là. Donc, organiser également de grandes thématiques. Donc à l'occurrence, hier, j'étais au 4e colloque de droit et de religion où il y avait le médiateur que je salue également au passage, M. Kandji, et beaucoup d'autres experts, mais également les imams de Saint-Louis, les commissaires. Donc c'est ce genre de tribune, dont on a besoin, où il y a vraiment tous les acteurs, donc aussi bien religieux, intellectuels, mais aussi la jeunesse, pour qu'on puisse vraiment discuter sur cette question-là qui est très brûlante. Et pour qu'on puisse vraiment arriver. Mais cette question est tellement sensible au Sénégal. Bon, je dirais sensible dans le sens. Oui. Mais une fois que les homosexuels, entre guillemets, donc vous sollicitez en tant que un mouvement de défense des droits et libertés, est-ce que vous aurez des solutions par rapport à ça dans ce contexte sénégalais? Bon, dans ce contexte. Ça serait compliqué. Bon, dans ce contexte sénégalais, on ne saurait refuser parce qu'on doit défendre les droits les droits de l'homme. Donc sans distinction de l'appartenance à la personne ou pas. Mais également, on devrait aussi pouvoir également expliquer aux personnes le fait qu'il y ait des résistances sociales vis-à-vis à leur appartenance personnelle, du fait qu'ils sont homosexuels, ou bien de leur orientation sexuelle, du fait qu'ils sont homosexuels ou pas. Donc oui, on pourra les entendre, mais il y aura des résistances sociales vis-à-vis de ça. Et par rapport aux femmes, bon, oui, au Sénégal, cette question est toujours d'actualité, notamment dans le cadre de la l'égalité entre l'homme et la femme, ça pose toujours problème. Est-ce que vous avez des solutions par rapport à cette question? Par rapport aux femmes? Oui. Bon, oui, par rapport. On parle de la discrimination ici, là. Donc, dans le cadre même de l'actuel gouvernement, les gens ont critiqué, étant donné que le gouvernement est composé de peu de femmes. Bon, ça pose problème toujours. Bon, par rapport aux femmes également, comme je dis, les femmes, aussi bien les femmes que les hommes, sont bien représentés dans Amnesty. Donc, par exemple, je vous donne un exemple très simple. À Amnesty UGB, donc il y a même plus de femmes que d'hommes. Moi, je suis le président, la vice-présidente, la secrétaire générale adjointe, mais c'est des femmes. Donc, en fait, le fait de promouvoir les femmes pour qu'elles soient dans les instances de décision, pour qu'elles soient vraiment des femmes, des femmes actives, mais aussi des femmes qui sont dans cette dynamique d'être de futurs leaders. Donc Amnesty également est dans cette promotion-là. D'accord. Oui. Et le cadre également des enfants, des talibés, tout ça. Tout ça, Amnesty prend en compte tous ces éléments-là. Donc en tout cas, les minorités, les femmes, les enfants. En tout cas, toute cette communauté-là est prise en compte par Amnesty International. Oui, Amnesty International, comme je dis, parce qu'on défend les droits et les libertés des êtres humains. Donc peu importe leur orientation sexuelle, peu importe leur appartenance, peu importe également leur catégorie sociale, Amnesty. Mais par rapport à l'information aussi, peut-être cette question a été sautée. Est-ce que vous avez des moyens de communication efficaces pour permettre aux citoyens lambda de pouvoir comprendre ce qui est Amnesty International et les actions que vous menez sur le terrain? Bien sûr, par rapport à la communication, par exemple, on a un site au Sénégal, on a le site de Amnesty International Sénégal, donc www.amnestyinternationalsenegal.com. Vous entrez dans le site, vous avez toutes les informations liées à Amnesty Sénégal. Donc, quelles sont les actions que nous menons, quelles sont les actions que nous prévoyons
également de faire, mais également pour nous intégrer, vous pouvez nous intégrer donc dans ces clubs. Également, toutes les questions par rapport à Amnesty, ils sont faits. Il y a également donc un newsletter, c'est-à-dire le fait que durant chaque mois, donc il y ait un rapport qui est envoyé à celui qui souscrit à ce newsletter-là pour qu'il savoir donc l'action d'Amnesty donc durant les 6 mois passés ou bien durant les 1 an passé. Donc oui. Pensez-vous que ça, ce n'est pas un problème? Étant donné que si on contextualise le cas sénégalais, où la majorité ou la quasi-totalité donc, des populations ne comprennent pas les sites Internet, ne comprennent pas la langue française. Donc, est-ce que vous avez donc, des moyens donc, pour communiquer donc, avec les langues nationales pour que les gens puissent comprendre? Oui, bien sûr. Nous avons des stratégies. Nous avons des stratégies assez claires sur ça parce que aussi, comme je l'ai dit, Amnesty est également présent dans les zones communautaires. Donc, dans les zones où, par exemple, le niveau d'alphabétisation est extrêmement faible. Donc, dans ces zones-là, également, donc Amnesty va là-bas pour se faire connaître, pour également sensibiliser les gens sur donc les droits de l'homme, donc pour faire connaître également ces droits de l'homme. Donc Amnesty est véritablement présent aussi pour ces personnes-là. Donc d'un point de vue physique comme aussi d'un point de vue virtuel. Donc raison pour laquelle on organise donc de temps à autre donc des campagnes de sensibilisation, des campagnes pour faire connaître Amnesty, mais aussi des face-to-face pour discuter avec les citoyens par rapport à Amnesty International. Vous avez dit au début que Amnesty est une organisation non gouvernementale. Oui. Donc, dans ce cas-là, on donc, va parler... non lucratif, j'ajouterai à but non lucratif. Donc, étant donné que donc, les organisations fonctionnent donc, sur la base donc, des ressources financières. Oui. Alors que vous n'êtes pas une organisation. Donc, non gouvernemental à but non lucratif. Oui. Voilà. Donc, notre but, c'est pas d'avoir de l'argent. Mais notre but, c'est vraiment de promouvoir. Pour mener votre combat aussi, donc, il va falloir que vous ayez un certain capital donc pour bien sûr, cela va de soi. Les collègues que vous organisez les déplacements. Bien sûr. Financièrement, est-ce que vous avez le money? Oui, bien sûr. Amnesty a des Amnesty a des donateurs. Amnesty a également des partenaires financiers. Donc qui par rapport à chaque activité, par rapport à chaque programme qui est mis en place, donc il y a donc un certain nombre de financements qui est alloué à ça pour permettre vraiment la bonne conduite de l'activité. Est-ce que ce financement ne constitueront pas donc, une contrainte dans le cadre de vos activités? Non, je pense que non. Donc ces ressources financières ne peuvent pas constituer en soi donc une contrainte, parce que je pense que si on a l'ambition vraiment de vouloir défendre donc les droits de l'homme et vraiment de promouvoir également ces droits-là. Donc, en fait, l'aspect pécunier, l'aspect argent ne va pas vraiment être un aspect fondamental sur lequel on va s'orienter. Si je vous pose cette question, c'est ce qu'on appelle en Wolof exactement. Mais comme je dis, donc en tant qu'organisation non gouvernementale, donc par exemple, si on a un donateur, par exemple vous aujourd'hui vous êtes donateur d'Amnesty International, donc en fait vous donnez de l'argent parce que vous croyez en ce combat de défense donc des droits de l'homme. Mais ce n'est pas eux qui vont orienter donc vos combats ou bien vos missions. Non. Ils n'orientent pas nos combats, ils n'orientent pas effectivement donc nos actions. Nos actions sont orientées donc dans la mesure où par exemple comme ici donc à l'UGB, donc notre bureau actuel. Donc nous voyons que effectivement par exemple on est dans une situation où les droits et les libertés sont bafoués. Maintenant, nous essayons de réfléchir sur ce qu'on peut faire et ensuite maintenant les financements viennent, mais on va pas être à Dakar, donc le bureau national ne va pas nous dire bon écoutez, donc vous allez donc faire une campagne sur ça ou bien sur ça, donc en contrepartie de l'argent. Non, donc c'est plus une vision par rapport à un cas bien précis. Donc et là, on va s'engager pour la défense de ces droits-là. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Donc vos derniers mots. Mon dernier mot, c'est encore une fois, donc je tenais encore une fois à remercier l'équipe d'Espoir TV pour cette invitation. Également, comme je dis, j'appelle également toute l'université Gaston Berger à s'abonner à la page de Espoir TV et également à la suivre, parce que donc véritablement Espoir TV est un espace où donc on permet aux étudiants de pouvoir s'exprimer, donc de pouvoir sortir leurs idées, mais également c'est un espace qui permet à nous jeunes donc de pouvoir vraiment nous faire connaître et éventuellement d'être une référence pour les autres. Donc mon dernier mot, ce serait vive les droits de l'homme et vive aussi la défense des droits de l'homme. Merci beaucoup, Monsieur Touré. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous, très spectateurs Espoir TV. Donc, nous vous remercions donc de nous avoir suivis ce soir dans votre émission Opinion du Peuple et nous vous donnons rendez-vous prochainement
abonnez, partagez et dites-nous donc vos principales préoccupations donc, dans les commentaires. Nous vous remercions et à la prochaine.